à tous et bienvenue à cette table ronde autour du lancement d'Octobre Rose, puisqu'on est le 1er octobre, un mois consacré à la sensibilisation au cancer du sein. Et nous allons occuper l'heure et demie qui va suivre à débattre de ce sujet avec d'éminents spécialistes pour mettre un petit peu la pression. Et puis on va essayer aussi de répondre aux questions de la salle, bien évidemment, et rendre cet événement très vivant. Alors je vais faire rapidement un petit tour de table pour vous présenter les personnes qui sont parmi nous. À ma gauche, à l'extrême gauche, Thierry Patou. Thierry Patou, président du comité départemental des Alpes-Maritimes de la Ligue contre le cancer. Thierry Patou, bienvenue et merci. Nous sommes ravis d'accueillir le nouveau président national de la Ligue contre le cancer, Daniel Nizri. Rajoutez quelque chose si vous voulez. Eh bien, je suis également le président du comité de la Seine-Saint-Denis. J'y tiens beaucoup. Oui, département extrêmement intéressant. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Juste à ma droite, j'ai toujours un problème, je suis désolée. Isabelle Aubanel, directrice de la santé au conseil départemental. C'est ça. Merci. Bienvenue. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Pas pour l'instant. Ça va. Professeur Emmanuel Baranger, directeur général du Centre de lutte contre le cancer, le centre Antoine Lacassagne à Nice, que l'on connaît tous. Bien évidemment, même si on n'a pas envie de le fréquenter, on connaît l'excellence de cet établissement. Je peux rajouter quand même chirurgien scénologue. Ah, j'avais oublié. Chirurgien scénologue, donc grand spécialiste de cette pathologie, le cancer du sein. Hélène Brock, nous sommes ravis de vous accueillir, psychologue clinicienne au CHU de Nice, qui a beaucoup travaillé, qui a fait beaucoup d'études sur le cancer et qui nous rapportera un peu la parole des malades et de leur positionnement dans cette période. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, avec peut-être un état des lieux du dépistage de cancer du sein, dont on sait, parce qu'on en a largement parlé, qu'il a considérablement souffert de la période que nous venons de traverser. Alors peut-être qu'on va avoir un éclairage national et plus départemental. Professeur Nizri, vous voulez peut-être nous dresser juste un... Oui, avec plaisir. Le dépistage organisé du cancer du sein, jusqu'à la crise, il y avait à peu près 49% des femmes qui répondaient favorablement aux invitations qui leur aient été faites. C'est largement insuffisant par rapport à tous les espoirs de ceux qui portent le dépistage organisé, mais c'était déjà ça. Depuis les 2 années de crise, on estime à 42,8% le taux d'adhésion au dépistage organisé. Une baisse sensible. C'est une baisse très sensible et ce chiffre ne reflète pas la réalité de ce qui se passe réellement sur les territoires. C'est pire. En fait, mais oui, c'est surtout très hétérogène, très inégal. C'est-à-dire que selon les territoires, selon les populations, en particulier les populations les plus fragiles, celles que par exemple je côtoie dans le département de Seine-Saint-Denis, mais également dans plein d'autres territoires, il y en a aussi dans les Alpes-Maritimes, ces taux sont nettement inférieurs. Et dans d'autres territoires, les conséquences sont différentes puisque, bien sûr, le taux a baissé partout, mais il est compensé par le dépistage individuel que certaines femmes peuvent se permettre de faire. Voilà. Mais on n'a pas de chiffres sur ces dépistages. Pour l'instant, on n'a pas de chiffres. Au niveau de la Ligue nationale, nous allons essayer d'en avoir, parce que si l'on veut comprendre la raison pour laquelle on ne dépasse jamais ce plafond de verre de 50% pour le dépistage organisé, il va bien falloir comprendre qu'est-ce que nous ne faisons pas bien, et pour essayer de s'améliorer. Vous n'êtes peut-être pas les seuls responsables, mais on va en débattre peut-être. Non, je ne veux surtout pas dire que la Ligue est responsable. La Ligue aura sa part de responsabilité et dans la recherche des causes et dans les propositions de solutions. Très bien, merci pour ce tableau un petit peu national. Au niveau départemental, docteur Ebanel, je crois que la situation est vraiment pas terrible. Effectivement, le département des Alpes-Maritimes se classe assez mal dans les... C'est un euphémisme. Dans le tableau des départements actifs pour le dépistage du cancer du sein, donc bon avant-dernier. Voilà, avec en 2019 38% de femmes éligibles au dépistage qui ont accédé à ce dépistage, et malheureusement en 2020 une baisse de 5% et on est tombé à 33% de femmes sur les 10 000 femmes concernées dans les Alpes-Maritimes par
par ce dépistage, entre 50 et 74 ans. Les proches. Donc voilà, ce ne sont pas des... Historiquement bas, ce sont les taux les plus bas, je crois. Donc effectivement, on n'a pas cette possibilité d'avoir le bilan pour le diagnostic et le dépistage individuel. Il est estimé de l'ordre à 10 à 15%. C'est-à-dire qu'on comprenne bien, au total, ça rejoint, vous dites individuel, c'est-à-dire hors dépistage organisé, plus dépistage organisé, on n'arrive même pas aux 50%, quoi qu'il en soit. 50% de femmes ne font pas de mammographie pour faire... Et grâce au dépistage organisé, l'année dernière, il y a eu plus de... j'ai les chiffres, 31 500 relectures de mammographie et 238 cancers qui ont été diagnostiqués. Juste parce que vous avez le micro, parce que je pense que la question va intéresser beaucoup la Ligue, qui est très attachée aux questions d'inégalité. Vous représentez, donc, vous travaillez dans le département. Est-ce que sur le territoire, vous voyez aussi des gros contrastes dans cette participation? Est-ce qu'on pense bien sûr aux hauts et aux moyens pays Oui, c'est ça. En fait, il y a vraiment une inégalité d'accès aux soins, d'accès au dépistage. C'est un peu la même chose dans tous les départements. Sur notre département, c'est assez stigmatisé, effectivement, sur l'arrière-pays, avec un défaut de dépistage majeur. Les chiffres sont encore plus bas. Si on monte les chiffres sont encore plus bas. Voilà, l'accès aux soins et au dépistage, quelle que soit la problématique, de toute façon, sur ces zones reculées du département et qui sont sujettes aux déserts médicaux, n'aide pas justement à accéder à cette prévention. Avant de prolonger, je pense que Thierry Partout, vous avez eu une ancienne vie aussi comme mutualiste. Vous avez travaillé sur ces questions aussi de ces populations qu'on n'atteignait pas. Vous pouvez commenter un tout petit peu ce qui vient d'être dit par le docteur Aubanel? Alors, les commenter, j'éviterai parce qu'ils ne sont pas bons. Donc, ce seraient des commentaires forcément ou interprétés, un peu attristés. Non, ce que je peux dire, c'est qu'il n'entre pas dans les attributions de la Ligue. Je parle sous le contrôle de mon président national, d'un comité de faire du dépistage. Nous, ce qu'on s'efforce de faire, c'est d'inciter au dépistage, de faire de l'information, de favoriser le dépistage tant que c'est possible. Et alors, sur ces inégalités territoriales, vous avez travaillé sur ces sujets? Oui, alors, inégalité territoriale, inégalité sociale, oui. Inégalité financière, parfois. Alors, effectivement, l'un de nos objectifs, et le président Nizri nous a fixé cette feuille de route ce matin lors d'une longue réunion avec l'ensemble du conseil d'administration et des salariés, c'est d'essayer de tout mettre en œuvre pour réduire ces inégalités de tous ordres, pour que chacun, où qu'il habite, ait le même niveau d'information, de facilité d'accès aux soins et au dépistage. Alors, nous, on en parlera peut-être tout à l'heure, on va profiter d'Octobre Rose pour démultiplier toutes ces manifestations au cours desquelles on s'efforce de faire passer un certain nombre de messages. On le fait tout au long de l'année, mais c'est vrai qu'Octobre Rose, c'est le cancer du sein, et on va mettre un accent là-dessus. Très bien. Alors moi, la question qu'on se pose tous, c'est concrètement, qu'est-ce que ça a eu comme effet sur la prise en charge de la maladie? On a beaucoup parlé, on n'a pas beaucoup parlé en je me souviens avoir beaucoup parlé avec des médecins spécialistes dans le cardiovasculaire, dire on n'avait pas vu des gens arriver avec un état de santé aussi dégradé depuis 40 ans. Est-ce que vous pouvez dire, dans le cancer et du sein en particulier, que vous avez vu des patientes arriver avec des cancers beaucoup plus évolués qu'habituellement? Alors, il y a eu, à la suite du premier confinement, avec le fait qu'on ait forcé l'arrêt des interventions chirurgicales et du dépistage durant cette période-là, les conséquences, elles ont été que le dépistage s'est arrêté, bien évidemment. Pour avoir un impact sur le type de cancer, la taille du cancer, le stade du cancer, on ne peut pas l'avoir immédiatement après le confinement. C'est trop tôt. Les impacts qui ont été mesurés du confinement ou de la diminution ou de l'arrêt du dépistage ont été mesurés sur des délais de consultation, sur le fait qu'il n'y avait pas forcément et des modalités de prise en charge. Mais après, sur la taille des cancers, sur le stade du cancer... Il est trop tôt. C'est trop tôt.
Alors, on fait un travail actuellement, nous, au centre. On reprend 500 patientes qui ont été prises en charge avant le confinement, donc 2019, et on est en train de reprendre 500 patientes qui, là, actuellement, alors il faut qu'on attende un peu, mais qui sont actuellement... Il faut savoir quel stade de cancer elles ont quand elles sont vues aujourd'hui. C'est qu'à ce moment-là qu'on pourra répondre. Sinon, c'est trop tôt. Ce que je peux vous dire, dans la littérature, il n'y a rien dans la littérature, et j'ai regardé encore récemment, il n'y a rien dans la littérature. La seule chose que l'on peut dire, il y a une petite... Non, il n'y a rien sur la littérature qui puisse dire les cancers sont plus gros ou pas. Enfin, il n'y a rien. Il me semblait avoir vu moi, je n'ai absolument rien trouvé. C'est trop tôt, c'est trop tôt. Si je fais un dépistage, je sais que je vais diagnostiquer une lésion de petite taille. Un mois après, si je n'ai pas fait le dépistage, la tumeur, elle ne va pas grossir de 5 cm en 6 mois ou en un an. Non, c'est peu. Par contre, il y a des impacts qui ont été démontrés, il y a des études internationales qui ont montré que durant cette période-là et après, il y a eu moins d'accès à la reconstruction mammaire immédiate. Ça a été démontré. Qu'on a fait plus de chimiothérapie néoadjuvante, donc on a modifié nos pratiques. Aujourd'hui, je pense que c'est de cette manière-là qu'on peut répondre. Après, sur la taille des cancers, moi je suis désolé, mais je n'ai rien vu dans la littérature de très précis. Je ne sais pas si d'autres ont vu, mais pour l'instant... Vous non plus, vous n'êtes... Non, je ne suis pas allée rechercher ce type de renseignements. La chose que j'ai pu colliger, c'est qu'il y a eu une baisse d'environ 16% des actes d'oncochirurgie concernant le cancer du sein. Moins 16% d'actes. Moins 16% au niveau national. Voilà, pendant cette période. Donc c'est vrai que sur les gros cancers, voilà, il y a eu cette incidence-là. On a envie d'entendre la voix des patients, ceux que vous avez continué autant que possible de voir pendant cette période. Alors, Hélène Brock, peut-être un peu deux questions. Au-delà de représenter la voix des patients, ce que vous avez pu entendre, moi j'avais envie aussi de vous demander quelle place des autres maladies pendant cette période. Qu'est-ce qu'on osait dire de sa maladie autre que la Covid, alors que finalement tout le monde ne parlait que de ça? Est-ce que finalement ça n'a pas bâillonné les autres malades et où ils se sont eux-mêmes auto-bâillonnés? Alors moi, je voulais déjà dire qu'une étude vient de sortir et qui montre quand les femmes sont celles qui font le moins attention à leur santé. Ah bon? Donc oui, j'ai entendu il y a 80% des femmes négligent leur santé. 80% des femmes négligent. Je croyais que les hommes négligeaient bien davantage. Les femmes s'occupent d'abord de leurs enfants, de leurs conjoints, ont beaucoup de charges. Et cette étude montre qu'effectivement, elles négligent leur santé. Donc c'est peut-être quelque chose qui est important de rappeler. En ce qui concerne cette période particulière, je crois que les malades ont participé à l'effort qu'on a demandé à tout le monde. Et c'est vrai que quand on a voulu un hôpital 100% Covid, certains malades se sont retrouvés avec des pathologies lourdes, certains sans visite. Et ça a été une période quand même, au-delà de l'angoisse déjà de leur propre maladie, qui est quand même relativement importante, ça a été potentialisé, ça a été majoré aussi par le contexte anxieux qui a été déclenché, et nous-mêmes soignants étions quand même très angoissés aussi, ce qui fait que je pense qu'au niveau de la gestion de l'angoisse, ça a quand même posé problème, et que ces malades-là ont souffert. Alors ils se sont adaptés, ils nous ont aidés, mais c'est vrai que c'est important peut-être que de reconnaître après coup que ce n'a peut-être pas été très très facile pour eux pendant cette période-là, et c'est important qu'on soit attentif maintenant à ce qu'ils ont pu vivre et comment ils ont pu le vivre. On a l'impression qu'ils avaient moins peur du cancer que du Covid, ou de la Covid, excusez-moi. On avait tous peur du Covid, puisque c'était une mort immédiate qu'on nous annonçait. Donc effectivement, c'est ce qui a prévalu dans un premier temps, mais c'est vrai que cette angoisse a été combinée avec celle de la pathologie, et que les malades ont été profondément fragilisés. Alors effectivement, ils se sont repliés, soit chez eux, ils se sont sentis protégés chez eux, mais il y a encore des gens qui ont du mal à sortir parce qu'ils ont encore peur d'attraper le virus. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Il faudra peut-être aussi un petit peu travailler sur ces malades-là et créer des ponts et créer des liens avec la Ligue pour essayer de les rassurer et pour essayer effectivement
de faire en sorte qu'ils puissent un peu ventiler cette charge anxieuse qui a été excessivement importante pour tout le monde et encore plus pour les malades. Voilà, oui. Oui. Et vous, la Ligue, très impliquée sur ces sujets, on va citer, on a beaucoup entendu professeur Axel Kahn, que nous regrettons tous, s'exprimer sur les chaînes, sur ce retard, sur ce qui se produisait en instantané, en alertant. Est-ce que vous avez essayé de faire entendre vos voix? Est-ce que vous avez dit, attention, il se passe quelque chose d'inquiétant? Vous rendiez bien compte que malheureusement du retard pouvait être pris et dans le champ du dépistage et autres. Est-ce que, à la place que vous occupez, vous avez pu alerter? À la place qu'occupait Axel à cette époque, je pense que personne n'a oublié ses prises de parole régulières, très vives, très fortes, très argumentées. Et je voudrais simplement dire que une partie de ces prises de parole était argumentée par une cellule d'écoute, on va dire médicale, qu'il avait mis en place, à laquelle j'ai pu participer, de 6 ou 7 médecins récemment retraités, qui ont répondu pendant un mois à 800 appels, et où finalement nous avons réellement entendu la souffrance de ces populations qui manquaient d'informations, qui avaient des doutes sur leur état de santé parce qu'ils avaient peut-être senti quelque chose, ou alors ils étaient en train de débuter un traitement qu'on leur avait peut-être bien expliqué, mais qui tout d'un coup changeait, était modifié, avec peut-être pas toutes les explications pour justifier des choix qui étaient différents de ceux qui avaient été faits un mois avant. Et puis, pour revenir au sujet du dépistage, quelque chose qu'on a bien perçu dans un certain nombre de populations, particulièrement les femmes qui privilégient, qui hiérarchisent leurs priorités différemment, une occasion de consultation manquée n'est pas automatiquement rattrapée le jour où les consultations sont ouvertes à nouveau. Et donc effectivement, en fonction du type de personnes auxquelles on s'adresse, et encore une fois, vous allez dire que je radote un peu et je reviens toujours sur les mêmes populations, mais enfin, je voudrais quand même resituer le poids de ce sujet. Aujourd'hui, tout le monde enfin reconnaît que la population fragile dans notre pays, 6e puissance du monde, est d'environ 30%. Fragile plus précaire. 30%, c'est grosso modo 20 millions de personnes. Fragile, vous voulez dire économiquement, quel que soit le sujet, socialement, sanitairement, économiquement, socialement, culturellement, trouver toutes les raisons pour nourrir cette fragilité, il y en a même qui cumulent. Où vous mettez le curseur de cette fragilité? La fragilité, c'est au moment où les gens ne peuvent plus faire ce qui pourrait contribuer à leur bien-être. Leur bien-être au sens, je ne veux pas me référer en permanence à l'OMS et à l'état de santé tel qu'il est défini par l'Organisation mondiale, mais ceci, c'est un travail qui a été fait, il n'y a aucune raison de ne pas s'en servir. Nous aspirons tous au bien-être, ceux qui nous dirigent, je pensent à notre bien-être. Il y a des gens qui n'y ont pas accès. À partir du moment où il y a une raison, et vous venez d'en rappeler quelques-unes, j'ai complété la liste, quel que soit le critère qui ne permet pas de faire ce qu'il faut pour aspirer au bien-être, vous êtes en situation de choix difficile, de fragilité. Ces 20 millions de personnes... Un tiers des Français. Oui, 20 millions de personnes sur le territoire national. National, c'est l'Hexagone, la Corse, les Outre-mer. Si je parle des Outre-mer, c'est que ma démonstration, je la fais à minima par rapport à ce que les uns et les autres nous avons entendu de ce qui se passait en Outre-mer cet été. Bien sûr. Voilà. Donc, très clairement, pour répondre à votre question, oui, la Ligue avait compris ce qui se passait. 2, je confirme qu'en l'état actuel et des publications et de nos expériences, on peut parler des retards en prise en charge, on ne peut pas parler des conséquences de l'interruption du dépistage. Il va falloir attendre un petit peu, mais nous serons vigilants pour que ceux qui doivent nous fournir des éléments probants nous les fournissent. Et puis ensuite, on travaillera tous ensemble pour voir comment on peut en tirer des leçons. Nous sommes, je pense, tous ici conscients des enjeux, et on va les rappeler, les enjeux. Je vous relancerai. Thierry Patou, vous souhaitiez juste compléter, peut-être, et je vous demanderai. Oui, je voudrais insister sur ce que vient de dire le président Nizri et sur la précarité et les messages de prévention qui n'arrivent pas
à pénétrer certaines catégories sociales, certains milieux, certains endroits même. Et la Covid-19 a mis un point rouge là-dessus, puisqu'on l'a vu et on le voit encore, c'est que la Covid-19 est particulièrement meurtrière pour les personnes qui se nourrissent mal, les obèses, les diabétiques. On a vu tous ces facteurs de risque associés à la sédentarité, à la malbouffe, etc. Voilà. Oui, Et il faut espérer que... Il se dit souvent qu'une crise débouche sur des solutions et sur des décisions. Il faut l'espérer, parce qu'aujourd'hui, on a bien vu que, je le redis, que les messages de prévention, et ça touche aussi bien le dépistage, qui est un acte majeur de prévention, n'arrivent pas à infiltrer certaines catégories socio-professionnelles et certains milieux. Avant que le professeur Baranger nous rappelle les enjeux du dépistage, d'un point de vue purement médical, je sais qu'Isabelle Aubanel, vous travaillez sur plusieurs champs de la prévention. Je voulais juste savoir si ce sont les mêmes populations qui échappent au dépistage, comme le disaient les deux représentants de la Ligue, au dépistage organisé du cancer du sein et à vos autres actions. On retrouve la même difficulté d'infiltrer certains milieux par les messages de prévention, toutes pathologies confondues ou tout? Oui, on l'a vu pour la vaccination contre le Covid, c'était vraiment typique. Effectivement, nous, sur les populations dont le département un peu s'occupe, plus précisément, voilà, les populations précaires, dans le champ du médico-social, on est face à cet éloignement de l'accès aux soins qui est vraiment probant sur ce type de population précaire, les femmes isolées, les familles monoparentales, voilà, toutes ces populations qui cumulent les facteurs de risque, effectivement, sociaux et psychologiques. Mais j'ai envie de dire, et peut-être avec Hélène Brock, est-ce que c'est malheureusement pas prévisible que des populations qui ont à se préoccuper, une maman isolée de ses enfants, problème d'emploi, etc., ne relèguent un petit peu au deuxième, voire troisième, ou à ultime rang, une problématique de prévention santé qui est du long terme. Comme vous le disiez, il y a le court terme, il y a faire à manger, on n'a presque pas envie de se découvrir une maladie quand on est une jeune maman, jeune maman, puisque le dépistage organisé, c'est 50 ans, mais même une maman en charge, etc., on n'a pas le droit d'être malade, de toute façon. Alors, je crois qu'il y a effectivement une angoisse, mais qui est générale de toute façon et qui concerne le dépistage, alors que paradoxalement, plus tôt on est dépisté, moins on a de risques. En tout cas, c'est le message que les médecins veulent et tiennent à faire passer. Il est clair qu'il y a des mécanismes à l'intérieur de nous qui font en sorte que l'on résiste à ce type de message. Et donc aussi, il y a la question de l'estime de soi. Oui. Et c'est peut-être des populations qui sont un petit peu plus fragiles par rapport à cette question de l'estime de soi. Et peut-être qu'il y a à réfléchir aussi en les écoutant, en essayant de comprendre leur résistance. Je sais ça parce que pendant le Covid, j'ai travaillé avec Douleurs sans frontières avec les psychologues d'Haïti qui avaient très très peur parce qu'ils n'ont pas du tout de système de soins comme on a, nous, que le Covid arrive en Haïti et donc on leur transmettait, je faisais partie des psychologues qui informaient les psychologues d'Haïti de ce qui se passait en France pour qu'ils aient au moins des outils. Et ils ont d'autres, comme ils sont pauvres, ils ont d'autres moyens de résister qui sont, on dirait, de la pensée magique, mais qui les protègent aussi. Donc, et c'est donc tous ces mécanismes qu'il faut aller chercher, qu'il faut comprendre, parce que si on veut véritablement faire passer les messages, il faut pouvoir être entendu. Donc je pense qu'il y a vraiment une réflexion à mener pour que justement on puisse atteindre ces populations dans leur intérêt évidemment, puisque l'intérêt c'est d'être dépisté pour déjà être rassuré, premier temps, parce que la plupart des gens qui sont dépistés sont rassurés, et puis si on a quelque chose, d'être traité le plus vite possible. Bien sûr. Oui, pas le même discours de prévention pour tous. Comme on fait de la thérapeutique ciblée, il faudrait peut-être penser prévention ciblée. Plus ciblée.
Oui, professeur Baranger, il va me sauter. J'avais 2 heures que je le fais attendre, mais allez-y Thierry. Je voulais juste rajouter que souligner une des actions que nous faisons au sein du comité des Alpes-Maritimes et que je trouve exemplaire, et c'est vrai, on est vraiment dans le cœur du sujet là. On fait toute l'année, je le disais, des opérations grand public, quand il y a des manifestations sportives, le marathon, le semi-marathon, courir pour une fleur. Or, ces gens-là ne vont pas courir sur la promenade des Anglais. On ne les touche pas. On fait des opérations ici et là, comme aujourd'hui, ils ne viennent pas nous voir. Et les services, et je les remercie, ont signé un accord de partenariat avec une chaîne de magasins de vêtements, de prêt-à-porter, bon marché, Vous pouvez la citer. Hein. qui habille. Et dans tous les magasins qui habillent du département, il va y avoir un stand de la Ligue contre le cancer avec la promotion du dépistage. Et je trouve que c'est une initiative qui m'appartenait de souligner aujourd'hui, parce que ces femmes-là, ces mamans très occupées, elles peuvent à l'occasion aller acheter des habits pour elles ou pour leurs enfants chez qui habillent. Et voilà. Donc il faut trouver les occasions, les endroits et les moyens de toucher ces gens-là. Alors, avant de vous interroger sur le dépistage, peut-être vous, avec l'expérience que vous avez, est-ce que classiquement, on voit des cancers à des stades plus avancés dans des milieux plus précaires? Est-ce que là, par contre, on a des études plus fragiles, pardon, pour reprendre votre terme, quels qu'ils soient? Est-ce qu'il y a des données sur cette relation? Oui, je crois que ça a été clairement démontré, hein, bien évidemment. Elles arrivent avec des cancers plus graves. Un lien direct entre la taille tumorale, le diagnostic plus tardif d'un cancer du sein et le niveau social. Oui, bien évidemment. Comme malheureusement beaucoup de cancers accessibles à un dépistage, comme beaucoup de cancers solides. Après, moi, je voudrais revenir quand même sur le cancer du sein et reparler un peu de chiffres. Donc, on le sait, à peu près 60 000 cancers du sein estimés par an. Ça reste quand même, même s'il y a eu beaucoup de progrès, n'oublions pas, ça reste la première cause de mortalité. Par cancer. Mortalité en France, c'est le cancer. La première cause de mortalité prématurée chez les moins de 60 ans et la première cause de mortalité évitable par des mesures de prévention primaire. Le dépistage n'est qu'une mesure de prévention secondaire. Elle est importante et fondamentale. Je rappelle au passage que 50% ou 49% au niveau national ou 48% de taux de dépistage, c'est bien inférieur à ce que l'on attend au niveau européen, dont les objectifs... C'est ce que j'allais dire quand vous le disiez. C'est 70%. Hein. Les objectifs, normalement, pour que c'est 70%. Alors, pourquoi dépister un cancer du sein? Plus le diagnostic est fait tôt, meilleur est le pronostic. La phrase est simple, mais après, on peut contester le fait que, oui, bien évidemment, peut-être qu'il n'y a pas forcément d'impact sur la survie, sur tout ce que l'on veut. Enfin, il y a eu beaucoup de contestations. Il y a aussi des écueils au dépistage pour certains de surdiagnostic. Enfin, moi, quand je vois en consultation une patiente qui a eu un dépistage et qui a une tumeur chimio-sensible, en tout cas de mauvais pronostic, qui a été diagnostiquée grâce à une mammo-échographie de dépistage de moins de 10 mm, je pense qu'on lui sauve la vie par rapport à une tumeur plus volumineuse d'aussi mauvais pronostic. Ces patientes-là, grâce au dépistage et des tumeurs de plus petite taille, dont on ne peut pas prévoir si ça va être tumeur agressive ou pas agressive, eh bien, en termes de prise en charge, elles vont pouvoir bénéficier des avancées thérapeutiques et des escalades thérapeutiques. Aujourd'hui, c'est l'objectif du dépistage, c'est moins de séquelles pour la prise en charge, parce qu'on sait très bien, après on en parlera peut-être après, mais dans le retour à la vie normale et le retour à la vie professionnelle, le cancer reste quand même un handicap. Oui. Plus le traitement est lourd, plus le handicap va être élevé. Excusez-moi pour cette question, mais via le dépistage organisé, c'est un terme un peu technique, mais comment sont ventilés les cancers découverts? Ils sont majoritairement, via le dépistage organisé, des cancers très petits, de très bons pronostics. Je ne sais pas si ma question est très claire. Est-ce que les cancers de très bon pronostic sont surreprésentés dans ce dépistage organisé? Si on considère qu'un cancer de bon pronostic est un cancer de petite taille, sans envahissement ganglionnaire, on en dépiste plus grâce au dépistage. Après, on ne préjuge en rien du dépistage d'une lésion plutôt agressive par rapport à une autre. Voilà. Après, on reparlera peut-être du dépistage et des enjeux du dépistage aujourd'hui, qui est autant d'essayer de l'étendre à un maximum de femmes, bien évidemment,
et puis en insistant bien sûr sur ceux qui sont socialement précaires, mais il y a aussi à revoir les modalités de communication du dépistage, et puis surtout changer peut-être un peu ce dépistage généralisé vers un dépistage personnalisé en fonction des facteurs de risque. Peut-être qu'aussi un des freins, c'est moi, j'ai pas envie de faire ma mammographie tous les ans, j'ai pas envie de faire ma mammographie tous les 2 ans, même si c'est le dépistage organisé. Peut-être que chez certaines femmes, comme pour le frottis cervico-vaginal, dans certaines situations, si on a des femmes avec faibles facteurs de risque identifiés, je pense notamment à l'étude MyPreps, qui est une étude européenne qui va pouvoir différencier les femmes à faible risque des femmes à risque élevé, eh bien on va personnaliser les modalités du dépistage. Peut-être que là, on aura une meilleure adhésion à ce type de dépistage. En le personnalisant. Vous qui travaillez, la Ligue, depuis des années, vous accompagnez Octobre Rose et le dépistage. Est-ce que cette notion de personnaliser davantage le dépistage, ça vous semble une piste intéressante face à ces chiffres très mauvais? C'est une piste intéressante, c'est l'un des éléments qui peut nous permettre de faire adhérer plus de personnes. Ce n'est pas le seul, hein. Il y a des sujets qui ont été évoqués d'ailleurs précédemment sur les messages, la façon dont on communique en fonction des populations pour être compris, éventuellement suivi. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'en plus, ce qui vient d'être rappelé, et j'adhère complètement à tout ce qui vient d'être dit et rappelé, vraiment pas une nuance, il y a quand même un facteur limitant qui est la façon dont la population se fait suivre. C'est-à-dire que le prérequis à tout ce que vous avez rappelé, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'une personne, là on parle des femmes pour le dépistage, enfin pour le cancer du sein, il faut qu'à un moment donné, elle prenne un rendez-vous et qu'elle consulte un soignant. Que ce soit un médecin généraliste, que ce soit un ou une gynécologue, pour tenter qu'il en existe encore, ou que ce soit une sage-femme. Et pour ça, il faut que cette consultation ait lieu. Alors, sans vouloir entrer dans le débat de la désertification des soignants, si on ne parle que du sujet de l'adhésion, du fait que les gens vont consulter, on a immédiatement un frein très important. Dans certaines populations, même des populations pas fragiles, en général, dans l'esprit des gens, on va consulter un soignant quand on a quelque chose qui pose problème, éventuellement même qui fait mal. Tant que ça ne fait pas mal, on n'y va pas. Ce qui veut dire que cette ambition, qui vient d'être très très bien décrite, ne sera efficiente qu'à partir du moment où tout le monde aura pris conscience que prévention primaire, prévention secondaire, c'est quelque chose qui relève de la responsabilité personnelle, individuelle. Et c'est pour ça que, à mon sens, le prérequis, c'est l'éducation à la santé, à tous les facteurs de bien-être dès le plus jeune âge. Ça ne veut pas dire qu'immédiatement, la petite fille à l'école va comprendre que quand elle aura 50 ans, elle devra aller faire sa mammo, et c'est sûrement pas le sujet. Mais de savoir qu'on est tous responsables de notre santé à titre individuel, voire même dans un cadre collectif, ce qu'on a bien compris avec la Covid, avec la vaccination, mais enfin, on l'a compris là, sur une période de crise. Combien de temps on va s'en souvenir? Ce sont des choses qui sont importantes. Le jour où les gens comprendront que quelque part, aller chez le médecin ne veut pas dire qu'on est malade, mais que ça peut permettre justement de ne pas le devenir, c'est-à-dire de rentrer dans une stratégie où la prévention prend sa place, toute sa place, à ce moment-là, ce que notre collègue vient de décrire devient possible. Oui, mais là vous dites c'est un changement de paradigme. On est dans un pays qui est un système de santé très curatif, et le faire basculer, je voudrais rappeler, je crois que c'est même pas 2% du budget de la santé qui est consacré à la prévention. Voilà, Écoutez, le sujet n'est pas très pris au sérieux quand même. Non, c'est pas qu'il n'est pas pris au sérieux, ça fait des années que tous les plans de santé publique, systématiquement, reprenez sur les 20 dernières années, commencent par 2 phrases successives. Ce plan travaille sur les inégalités et deuxièmement veut mettre en avant la prévention. Il n'y a pas de stratégie en santé publique depuis 20 ans qui ne commence pas par ces 2 phrases. Mais si on ne met pas les moyens. Mais si on ne met pas les moyens. Or, le problème des moyens, ce n'est pas un problème seulement de moyens, c'est un problème de courage. La prévention, je vous en prie, si je me trompe dans les chiffres, vous me le dites. La prévention, ça met 10 à 15 ans pour être efficace, sauf dans le bucco-dentaire, où en 2-3 ans, on a réglé le problème, on l'a vu avec les enfants en milieu scolaire.
10 à 15 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 10 à 15 ans, on va payer 2 fois. On va payer toujours pour le soin, parce que le stock, nous restons potentiellement malades, mais il va falloir pendant 10 à 15 ans payer pour le flux, c'est-à-dire tous ces jeunes à qui on va inculquer les stratégies de prévention, qui vont avoir accès à tous les process de prévention et qui seront moins malades dans 10 à 15 ans. Donc il va falloir payer 2 fois, c'est beaucoup de courage pour un politique pour assumer ses choix financiers et économiques. Oui. 2 choses qui me viennent en écoutant les différents interlocuteurs. La première, concernant la prévention, aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, la santé est gérée sur des modèles budgétaires. J'ai géré des établissements de santé et ce qu'on nous demande, nous, c'est recettes, dépenses et compte de résultats à la fin. Or, en matière de prévention, il y a une colonne dépenses, ça on peut la chiffrer, et la colonne recettes, elle intervient 15 ou 20 ans après. Et pendant 15 ou 20 ans, elle est déficitaire. Voilà, parce que les effets sont longs à venir. Donc ça, c'est un premier obstacle. Et le deuxième, c'est une proposition. Moi, je me demande, à titre individuel et tout, comme assuré social, si le bon de prise en charge pour le dépistage, que ce soit du cancer colorectal ou du cancer du sein, au lieu d'être envoyé dans la boîte aux lettres par l'assurance maladie, s'il ne serait pas plus efficace s'il était remis en main propre par le médecin traitant. Aujourd'hui, on a tous un médecin traitant. Je crois qu'il y a 90 ou 12% des personnes qui ont adhéré à un médecin traitant. Tout le monde va peu ou prou, au moins une fois dans l'année, voir son médecin, y compris ces populations dont on parle qui sont peu accessibles d'habitude. Si leur médecin traitant pouvait leur remettre un bon de prise en charge lui-même, en insistant sur l'importance et la nécessité, je pense que ça aurait beaucoup plus d'impact qu'un courrier qu'on reçoit dans la boîte aux lettres. Il me semble qu'il y a eu beaucoup d'études sur ce point, c'est-à-dire si le médecin traitant intervient, l'efficacité des messages est bien plus grande, mais le problème c'est qu'ils ont un petit peu une surcharge de travail et qu'ils sont déjà rares, chers, vous en cherchez, rares, chers, et que effectivement leur confier la mission, cette mission-là, mais je crois que ce que vous dites est parfaitement vrai. Je l'ai mis dans la lettre au Père Noël, après c'est pas sûr. Bah oui, bien sûr, on a le droit. Je pense qu'il faut agir en intelligence collective et qu'on se pose de nouveaux paradigmes, de nouvelles questions sur ces modalités de prévention et qu'on instaure de nouveaux paradigmes. L'intérêt, c'est vraiment d'aller vers les gens, au plus près de leurs problématiques, d'innover. Il faut qu'on se tienne, effectivement, vous l'avez rappelé, professeur Nisri, à toutes les stratégies nationales, mais il y en a une qui vient de sortir, la stratégie décennale de lutte contre le cancer 2020-2030, et qui rappelle justement cette nécessité d'innover et d'innover ensemble, d'innover vraiment avec les compétences de chacun pour arriver à sortir d'autres modèles de prévention, d'autres modèles de prise en charge, d'autres modèles de coordination des soins. Et c'est vraiment vers ça qu'il faut tendre pour arriver à faire du 1 pour 1 et à ramener les gens vers l'information, vers les prises en charge, coordonner leur parcours de prise en charge. Et c'est vraiment, voilà, c'est l'idée phare qu'il faut qu'on retienne, de pouvoir faire avancer les projets en prévention en santé. Alors je note on a commencé il y a 35 minutes, on a beaucoup parlé de prévention, parce que je crois que c'est au-delà de dépistage du cancer du sein, et parce que c'est quand même Octobre Rose et on va se recentrer là-dessus, on voit quand même que la grosse question est la question de la prévention, et je propose à la Ligue peut-être d'organiser d'autres débats sur ce thème plus large de la prévention. Alors on va quand même revenir au cancer du sein. D'abord, vous avez dit c'est plus intéressant et on peut travailler sur les facteurs de risque. Juste peut-être parce que on va être diffusé sur les réseaux et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. Quels sont ces facteurs de risque? Alors autant on sait pour d'autres maladies, pour le cancer du sein, quels sont les facteurs de risque? Alors, je suis obligé d'énumérer tous les... Non, les plus gros. Je vais essayer de grouper les choses. Le principal facteur de risque d'avoir un cancer du sein, c'est d'être une femme. On est bien d'accord. Ça, on ne peut pas faire grand-chose. Vous allez rappeler que quelques cancers du sein touchent les hommes. D'accord, mais enfin bon. Voilà. Deuxième facteur de risque, c'est l'âge. Plus on est âgé, plus on augmente le risque d'avoir un cancer en général. C'est vraiment exponentiel. Ah oui. Oui,
80% des cancers du sein sont diagnostiqués après 50 ans. Alors on fait du dépistage, bien évidemment, mais 80% des cancers du sein sont diagnostiqués après 50 ans. Donc le principal facteur de risque, c'est l'âge. Vieillissement de la population. 2035, un tiers de la population aura plus de 60 ans. Donc on va être confronté à ça. Après, vous avez des facteurs de risque dits évitables. Oui. Non, je continue sur d'autres facteurs de risque non évitables. Les facteurs de risque individuels qui sont liés à la génétique. Ces facteurs de risque, on les dépiste, c'est à peu près entre 8 et 12% des cancers du sein. Ceux-là sont liés à des mutations génétiques. Mais tout le reste sont des facteurs de risque dits évitables, liés à nos comportements. Les facteurs de risque, comportement dans la vie, activité physique, on parle bien du cancer du sein. L'insuffisance, comment ? On parle bien exclusivement du cancer du sein. Donc ce sont des facteurs de risque dits conditions de vie, la façon dont on se comporte dans la vie, entre guillemets. Le tabagisme est un facteur de risque. La consommation excessive d'alcool est un facteur de risque. L'absence ou l'insuffisance d'activité physique est un facteur de risque. Donc on peut jouer sur tous ces éléments. Le surpoids, j'ai vu les chiffres récemment, j'ai regardé, 44% des femmes ont un surpoids ou sont obèses en France. 44%. Et parmi les femmes qui font un cancer du sein ? C'est un facteur de risque, c'est ça que je veux dire. Tous ces éléments sont des facteurs de risque qui sont potentiellement évitables, d'où la stratégie décennale. Donc on peut théoriquement, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je veux dire, quand j'ai une femme en consultation qui me dit si je fais du sport 3 fois par jour, non, il faut un peu de temps quand même. Et après, vous avez aussi d'autres facteurs de risque dits environnementaux, plus ou moins bien démontrés. Ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Statut hormonal. Après, on ne peut pas changer forcément le statut hormonal, évidemment. Donc, vous voyez, il faut bien distinguer les facteurs de risque qu'on ne peut pas éviter, et puis ceux qui sont évitables. Beaucoup de femmes, alors c'est vrai qu'on n'est pas en direct, mais bon, je reçois un peu de courrier, beaucoup de femmes sont inquiètes parce qu'il y a des cancers du sein autour d'elles dans la famille. Est-ce que vous pouvez être très précis quand vous parlez de cancer de génétique? On ne parle pas de ça, ça veut dire c'est pas parce que j'ai une grand-mère qui a 80 ans a eu un cancer du sein que je suis à risque. Évidemment, j'ai un risque supérieur. Il faut étudier le type de cancer, il faut étudier la branche, savoir si c'est une sœur, si c'est une grand-mère paternelle, ou s'il s'agit d'une mère, il s'agit de tantes. Voilà, faut bien Alors, analyser. à partir de quand on fait une consultation d'oncogénétique? C'est important peut-être de préciser aux femmes. Ça dépend de l'âge du diagnostic du cancer du sein chez la femme. Une femme jeune est indiquée à la réalisation d'un test. C'est quel âge jeune? Pardon, soyez précis. Quel âge vous avez? 56 Moins de 35 ans. 35 ans, c'est ça. Et ça ne veut pas dire que c'est une femme jeune de moins de 35 ans. Pour le dépistage et puis pour le diagnostic et la recherche d'anomalies génétiques, c'est la femme jeune de l'âge de moins de 35-40 ans. Au-delà de ça, vous avez le type de cancer. Les cancers agressifs triple négatif nécessitent aussi une analyse constitutionnelle génétique à la recherche d'une mutation BRCA. Et puis vous avez les antécédents familiaux du premier degré et puis du même niveau dans la famille. D'accord. Donc les autres cancers, les cancers de l'ovaire, bien évidemment, qui sont associés, me dit ma collègue de gauche. Vous vouliez ajouter quelque chose, madame la collègue de gauche? D'accord. Donc ça, vous avez travaillé. Bon, c'est important de dire, faites du sport, etc. Mais il y a aussi une manière d'éviter. Ça représente que 10% des cancers diagnostiqués à peine. Est-ce que vous trouvez que c'est une erreur dans ce cas-là? Alors là, on parle des messages. Parce qu'actuellement, dans les médias, pas ni ce matin, évidemment, que je représente, mais à l'occasion d'Octobre Rose, on interroge beaucoup de jeunes femmes, parce que l'image marque les esprits, alors que le dépistage organisé, c'est plus de 50 ans. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on brouille aussi un petit peu les messages à travers ça? Est-ce que, voilà, c'est ça de proposer un dépistage à cet âge-là, à 50 ans, non, parce c'est ça? que beaucoup de femmes posent la question, pourquoi pas plus tôt? J'ai une cousine, j'ai une tante, j'ai une copine, parce que, chez qui on a trouvé un cancer du sein à 40 ans, et puis à la télévision, on nous montre des femmes jeunes. C'est peut-être on est dans la logique du dépistage. La logique du dépistage, c'est de diagnostiquer un maximum de cancers avec un coût le moins important pour la société, entre guillemets. Donc 80% des cancers sont diagnostiqués après 50 ans, il semblait logique de le proposer. Après, si vous dites ça, ça va être difficile à entendre. Si vous dites qu'on ne dépiste pas avant 50 ans pour des raisons d'économie... Non, pas seulement. Après, ça fait partie quand même de... Mais je crois beaucoup au dépistage individuel. En tout cas, l'analyse individuelle du facteur de risque, des facteurs de risque.
C'est-à-dire que je pense qu'une femme qui est plus jeune, qui a des antécédents et autres, et ça c'est le médecin traitant qui, voyant la personne, peut poser toutes ces questions, eh bien, je pense qu'il doit peut-être être adapté à ce moment-là. Parce qu'il existe des cancers d'intervalle entre ces périodes-là. Et puis, il y a des femmes chez qui on fait un dépistage, peut-être qu'on diagnostique un cancer qui n'aurait peut-être pas évolué, ce qu'on appelle les surdiagnostics, voire les faux positifs. Donc, pour être clair, si on a moins de 50 ans et pas particulièrement de facteurs de risque divers comme d'autres maladies ou autres, on n'a pas besoin, théoriquement, de faire des mammographies avant 50 ans. Par contre, voilà, il y a tout intérêt à partir de 50 ans, et pour les raisons que vous avez évoquées, petit cancer, plus de probabilité de bien s'en sortir. Et puis d'avoir moins de séquelles dans les traitements. Il y a quand même un intérêt plutôt jeune à savoir quelle est la caractéristique du sein quand même. Sur un sein hyperdense versus un sein plutôt... voilà. Oui, mais le dépistage organisé... et à partir de 50 ans. C'est comme ça. Après, je vous dis, il faut analyser et interroger sur les facteurs de risque. La densité mammaire est un élément à prendre en considération, les antécédents familiaux, l'âge de la patiente, tous ces éléments-là sont à prendre en considération. Il y a même des analyses génétiques qui permettent de savoir s'il y a des facteurs de risque. Vous vouliez ajouter quelque chose? Ou en tant que... D'abord, vous êtes oncologue aussi. Oui, je l'ai été, mais je ne le suis plus. Et je ne vais pas en rajouter à ce qui vient d'être dit, puisque je suis d'accord du début à la fin. Donc, il n'y a pas de sujet bien, à ce niveau-là. Vous n'êtes pas belliqueux. Non, pas du tout. Je cherche simplement à ce que les choses bougent. Dans les responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui, je laisse à ceux qui sont toujours en activité le soin d'agir sur le terrain en tant que professionnel de santé, en tant qu'élu, et en tant que responsable au niveau de la Ligue nationale et en lien avec tous les présidents et les directeurs de nos 103 comités. Ce qui m'importe, c'est quelles conclusions on en tire. Encore une fois, je reviens sur le sujet. Le dépistage organisé du cancer du sein est un acte de prévention au sein d'un comportement de prévention à la responsabilité des personnes et de leurs médecins traitants. Donc à partir du moment où on va trouver le moyen d'accompagner, d'attirer, je ne sais pas quel terme il faut utiliser, les personnes, là on parle des femmes bien évidemment, mais on a tous en arrière-pensée le fait qu'il y a d'autres sujets qui concernent aussi les hommes. Je sais que ça a été dit tout à l'heure, les femmes s'occupent de leurs conjoints, mais enfin de temps en temps, les hommes peuvent aussi s'occuper d'eux-mêmes. Et donc, quand on... Heureusement, parfois. Non, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. Pour moi, ma préoccupation, c'est comment on fait pour que les gens rentrent dans ce circuit vertueux qui leur permet de bénéficier, par exemple, d'une analyse de risque telle qu'elle a été décrite, avec tout ce qui a été décrit. C'est bien sûr pas la femme, le matin, en se levant dans sa salle de bain, qui va réfléchir à son analyse de risque. Il faut qu'à un moment donné, elle rencontre une compétence, quelle qu'elle soit, qui l'oriente, qui fasse quelque chose. Donc nous, notre rôle, ça va être de sensibiliser et de continuer à informer sur ce qui se fait pour des raisons qui ont été rappelées, la fréquence des cancers entre 50, enfin au-dessus de 50 ans, 80%, donc on va essayer d'amener le maximum de femmes éligibles au dépistage en trouvant les raisons pour lesquelles on n'y arrive pas pour l'instant. Et deuxièmement, pour tout ce qui a été évoqué, on va contribuer, ce n'est pas la Ligue qui va le faire, on va contribuer à la réflexion, éventuellement en sollicitant les populations qui nous font confiance et avec lesquelles on peut travailler, ainsi que tous les partenaires institutionnels, associatifs, etc., pour trouver comment on peut amener les gens à prendre soin d'eux-mêmes. Donc ça, c'est un vrai sujet compliqué, et je vois bien qu'on a des pistes, qu'on n'a pas de certitude. Mon espoir, j'espère ne choquer personne là maintenant. Nous venons de traverser une crise, nous traversons une crise. Nous traversons une crise qui, à la différence d'autres, nous a tous touchés, de près ou de loin, mais nous avons tous été concernés. Et d'ailleurs, nous avons tous, dans l'une des poches de notre veste, un masque. Et il paraît que ça va durer. Et nous avons tous un pass sanitaire
qu'on nous a réclamées très justement quand nous sommes entrés dans ce très bel endroit. Tôt ou tard, ça se reproduira. Il faut qu'on tire les conclusions de ce qui vient de se passer. Ça a été évoqué tout à l'heure. Les personnes, je crois que c'est vous, madame, les personnes qui sont arrivées avec la Covid, à l'hôpital, en soins intensifs, en réanimation, au cimetière, étaient porteurs de comorbidités dont une immense partie sont en lien avec la malbouffe et la sédentarité, je crois que c'était vos termes, je les reprends à mon compte. Or, ces sujets viennent d'être évoqués par notre collègue dans les facteurs de risque. Pour ce cancer, en termes de facteurs de risque pour des cancers évitables, ils sont également en cause pour d'autres cancers évitables. Le jour où on arrivera à faire prendre conscience de cela à la population, on aura gagné sur beaucoup de pathologies, pas que le cancer, sur un certain nombre de cancers et également sur le cancer du sein. Voilà. Et ça, pour moi, c'est très important. Merci. Juste une question à la psychologue. Peut-on parler, d'après vous, légèrement de ces sujets de prévention santé? C'est un défi. Est-ce que ça vous semble possible de parler légèrement de la santé? Oui. Sans faire de balles, sans être anxiogène. Oui. On va vous demander les clés. Maintenant déjà, que les psychologues, on peut les consulter et être remboursés. Oui, déjà, ça serait un grand pas parce que je pense que les psychologues, justement, peuvent énormément aider à ce message de prévention, ne serait-ce que d'écouter ce qui fait résistance et qu'est-ce qui fait qu'on est angoissé et qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas effectivement faire son dépistage. L'angoisse, deux modalités de gestion, quelqu'un d'hyper angoissé qui consulte constamment les médecins et qui est trop consommateur, j'allais dire, d'examens et qui se rassure du point de vue externe par cette hyperconsommation, et puis de l'autre côté, celui qui fuit. Celui qui fuit et qui se dit « moi je les vois et mieux je me porte ». Et donc en fait l'éducation dite thérapeutique ne marche pas sur les populations qui résistent. Or c'est celle-ci qu'il faut... Et d'après vous, je sais que c'est trop court, mais quel est le levier vis-à-vis de ces populations qui freinent par peur ? Je pense qu'il y a effectivement déjà ce qu'on a dit par rapport à la culture de soi, qui peut poser problème. L'estime de soi. Oui, au niveau narcissique, vous avez pareil, des gens qui ne pensent qu'à eux, à leur esthétique, etc. Puis d'autres sont dans l'abandon. Je crois qu'il faut effectivement réfléchir à cette dynamique-là, en premier lieu. Puis ensuite, il y a l'angoisse. Je veux dire, l'angoisse d'être malade, d'être seul avec des gamins, on se dit, j'ai pas envie de savoir en fait, il faut que je continue d'avancer, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, et qu'est-ce qui peut m'arriver si jamais je tombe malade? Donc c'est la fuite. C'est la fuite. Donc je pense c'est vraiment une réflexion humaine qu'il faut avoir par rapport aux problématiques. Je crois que ça a été dit, rien ne vaut le lien humain, rien ne vaut le médecin qui vous parle et qui crée une relation. Et c'est vrai que ces tests que l'on reçoit chez soi dans une enveloppe... c'est un peu impersonnel, froid. Voilà, moi je pense... Pardon ? C'est jeté. C'est souvent jeté. C'est mis sur la commode. Voilà. Ouais. Puis, pas jeté tout de suite. Non, pas jeté tout de suite, l'année d'après quand c'est périmé. D'accord. Et quand on est angoissé, rien pour se réassurer qu'un médecin quand même, quand c'est quelque chose de l'ordre d'une pathologie. Donc si vous avez un médecin de famille effectivement qui est impliqué, avec qui vous avez un lien, qui soigne vos gamins, etc., et qui à l'occasion d'une consultation vous dit écoutez, vous le faites pour moi parce que c'est important par rapport à mon suivi, ça ira. Enfin, je pense que la femme ira beaucoup plus facilement se faire dépister en lui disant ne vous inquiétez pas, au contraire c'est beaucoup mieux de le faire maintenant et je suis là de toute façon quoi qu'il arrive. Je pense que les femmes se feront beaucoup plus facilement dépister que si elles reçoivent une enveloppe à la maison. Après, il faut trouver les bons circuits et des circuits rapides parce que quand on a l'adhésion 5 minutes de la personne qui va vouloir bien aller se faire dépister et qu'elle veut prendre rendez-vous et qu'elle a un rendez-vous 3 ou 4 mois après, forcément ça limite essentiellement cette prise en charge et ce dépistage. Je me suis occupée de dépistage de cancer du sein pendant 40 ans et je voudrais demander, à mon époque, on demandait toujours aux femmes si elles avaient allaité.
combien de grossesses elles avaient eues, à quel âge. Or, tout ça, maintenant, me semble ne plus être de mise. Ça ne se fait plus. C'est bizarre. Parce que, d'autant qu'ils m'en souviennent, puisque j'étais très proche de mes collègues anapathes au CAC de Nice, elles m'ont toujours dit, le sein est une glande qui n'arrive à maturité que pendant la lactation. Donc on peut déjà se poser la question, pourquoi les autres tissus glandulaires de la femme, certes, se cancérisent, mais beaucoup moins que le sein. Donc est-ce que cette théorie est toujours valable ? Le sein est un organe qui n'arrive à maturité qu'après la lactation. Donc les femmes qui n'ont pas allaité ont un organe, je n'irai pas jusqu'à dire comme un thymus qui resterait longtemps et ça ferait un thymome, mais c'est un tissu beaucoup plus fragile. Voilà une cause principale de cancérisation du sein, d'après moi. Merci. Or, on n'en parle plus et je voulais vous poser la question. Et l'âge de la ménopause aussi, on parlait du nombre de grossesses Oui, et de l'âge de la ménopause également, l'âge il me semble. Première règle. Oui, Ça, les premières règles, les dernières. Le dysfonctionnement ovulatoire, Alors les cycles anovulatoires, tout ça. Qui veut répondre Je vous en prie, peut-être. Non, mais juste pour répondre, oui, c'est bien connu que c'est le statut hormonal et l'exposition aux hormones est un facteur de risque. Après, quand on parle de l'allaitement comme élément protecteur, entre guillemets, du cancer du sein, qu'on a tous appris au cours de nos études, j'avais regardé à un moment, mais il y a un certain nombre d'années, les études qui corroboraient cette affirmation qu'on transmet systématiquement. Il y a allaitement et allaitement. Je ne suis pas convaincu qu'un allaitement de 15 jours va protéger. Toutes les études qui avaient été publiées, qui sont des anciennes études, très anciennes études, pour certaines d'entre elles, elles m'avaient interpellé parce que c'était des femmes. C'était pratiqué chez des femmes d'origine chinoise, je crois, où l'allaitement était habituellement d'1 an. Et que la protection ne survenait que chez celles qui avaient allaité au moins 1 an. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de femmes qui allaitent 1 an. Mais c'est connu comme un élément protecteur. Mais pour que ce soit vraiment protecteur, il faut... C'est comme l'activité physique. L'activité physique était protecteur, mais si vous faites 10 minutes tous les mois, ce n'est pas la même chose que si vous faites 3 heures d'activité physique par semaine ou 4 heures. Alors, on va consacrer quand même les 20 dernières minutes à revenir sur ce cancer du sein, sa prise en charge, ses progrès thérapeutiques, la désescalade. Vous êtes en train de noter tout ce à quoi vous allez devoir me répondre. Donc voilà, je voudrais quand même qu'on parle de aujourd'hui comment on traite les cancers du sein, parce que peut-être qu'il va falloir déjà d'emblée préciser qu'il n'y en a pas un, mais plusieurs. Et voilà, quels sont les progrès ? J'ai combien de temps pour ça, une demi-heure 32 secondes, 32 ça vous ira? Alors, j'aime bien les chiffres. Donc, d'abord, voilà, vous rappeler que 60% des cancers du sein sont diagnostiqués à un stade précoce. Important. La plupart des cancers du sein sont diagnostiqués précocement, grâce au dépistage, voilà, grâce à la prise en charge, grâce aux médecins les médecins primaires et autres. Précoce, ça veut dire moins d'1 centimètre et sans... Non, ça veut dire cancer du sein sans métastase. Sans métastase. Sans métastase et de petite taille quand même globalement, moins de 2-3 cm. Mais ce qu'il faut retenir, c'est sans métastase. Oui, sans métastase, principalement en tout cas, sans métastase ganglionnaire. Quand vous diagnostiquez un cancer du sein de stade précoce, que ce soit par le dépistage ou par l'examen clinique, le traitement, il est aujourd'hui un traitement radiochirurgical. C'est-à-dire que vous allez faire l'exérèse de la tumeur, avec ou sans ablation du sein, associé à une radiothérapie complémentaire pour limiter le risque de récidive. Va être prescrit après, en fonction des critères de bon ou de mauvais pronostic, une chimiothérapie. Donc voilà le traitement. L'objectif du dépistage, l'objectif de diagnostiquer un cancer du sein précocement, c'est que cette personne puisse bénéficier des avancées thérapeutiques et de la désescalade thérapeutique. Alors qu'est-ce qu'une désescalade thérapeutique ? C'est, je n'ai pas le traitement par chimiothérapie, c'est je vais avoir des doses de rayons qui vont être moins importantes que si j'avais un cancer du sein un peu plus agressif. Et puis peut-être que je n'aurai pas l'ablation du sein, peut-être que je n'aurai pas un curage axillaire et que j'aurai juste l'exérèse de quelques ganglions, peut-être que mon traitement par chimiothérapie sera moins lourd. Donc c'est ça la désescalade, c'est la dose, c'est la durée, et puis c'est certains traitements. Ça c'est le dépistage qui permet, plus un diagnostic, plus la tumeur est de petite taille, meilleur est le pronostic. Et voilà, vous pouvez... Au jour d'aujourd'hui, la désescalade thérapeutique, elle se fait principalement dans la chirurgie. Au début des années 90, on enlevait systématiquement le sein. Maintenant, on ne l'enlève plus, on l'enlève que dans 20 à 30% des cas.
Et en plus, on reconstruit. La chimiothérapie, elle est plus systématique. Même lorsqu'il y a... Elle n'est plus, elle est personnalisée, elle est indiquée de façon personnalisée. On a maintenant des outils d'aide à la décision non remboursés, partiellement, dans le cadre des RIHN, qui sont les signatures moléculaires. Une tumeur dont on ne sait pas très bien si on va faire une chimiothérapie ou un RCP, on fait une analyse génétique de cette tumeur et cette analyse va nous rendre un résultat sur le risque prédictif de récidive. Donc l'objectif, c'est de désescalade et d'éviter des chimiothérapies inutiles chez des patientes qui ont des cancers qui, finalement, n'auraient pas d'intérêt à cette chimiothérapie. 15 à 20% des femmes, grâce à signature moléculaire, n'ont pas de chimiothérapie. C'est des femmes qui auraient eu la chimiothérapie. Si on avait pris les critères habituels de décision, auraient eu une chimiothérapie. C'est quand même pas négligeable. Et quand on sait que le retour, comme je le disais, à la vie normale pour une femme qui a été traitée d'un cancer du sein est extrêmement difficile, que 65% des femmes se plaignent de séquelles post-traitement, ben voilà, je pense que là, c'est une bonne raison pour diagnostiquer un cancer de petite taille. Mais qu'on comprenne bien, la désescalade thérapeutique, ce n'est pas seulement lié au fait qu'on dépiste plus tôt, c'est aussi parce qu'on a progressé dans la connaissance de cette maladie. On est bien d'accord? Ça, c'est l'innovation thérapeutique. Non, oui. mais qu'on fasse moins de rayons parce qu'on... Bien sûr, ça, des études qui ont montré que aussi. Pour un traitement moins lourd, les résultats en termes carcinologiques sont équivalents, avec un bénéfice sur les conditions de vie, sur le post-traitement. Oui, bien entendu. Ça répond aussi des progrès. Peut-être juste un mot de l'immunothérapie dans le cancer du sein. On parle tout le temps d'immunothérapie. Est-ce que... Alors, pas pour les phases précoces, hein, c'est pas forcément là qu'il y a eu le plus d'avancées. Pour les stades avancés, oui. Pour le cancer du sein, mais pas tant pour le cancer du sein. C'est particulièrement le cancer du poumon qui a le plus tiré bénéfice de l'immunothérapie, des cancers digestifs aussi. Mais pour le sein, pas vraiment encore. Moins, en tout cas pas les stades précoces, bien évidemment. Hein. C'est plutôt des stades avancés pour lesquels on a une amélioration de la survie pour ces patientes qui bénéficient. Mais c'est bien sûr, c'est l'avenir, hein, évidemment. Juste une idée reçue, plus on a le cancer, plus le cancer survient quand on est âgé, moins il est grave. C'est faux ou c'est vrai? Alors, c'est pas tout à fait vrai, en effet. Un cancer chez la femme âgée, je dirais pas qu'il est plus grave, c'est que ces femmes sont en général sorties du dépistage. Donc souvent, ce sont des cancers qui sont diagnostiqués à des stades plus avancés. Il faut un examen clinique, il faut bien sûr soit le palper. Donc plus le stade est avancé en termes de taille, plus le risque d'envahissement ganglionnaire est élevé, plus que le risque de métastase est important. Donc c'est surtout ça. Après, en termes de profil de tumeur, c'est pas plus agressif, c'est peut-être plutôt favorable parce qu'il y a plus de cancer du sein récepteur positif au hormonal qui est chez ces patientes-là. Mais c'est surtout lié à la taille. Et notre question, est-ce que plus une femme est âgée, plus elle reçoit mieux la nouvelle, ou c'est pas, on s'attend un peu à des choses comme ça et je vais demander... plus elle reçoit mieux, c'est ça la question? Plus elle reçoit mieux la nouvelle ou moins bien? Oui, reçoit mieux. Ça dépend des femmes. Hein, les femmes... Une femme peut, à 75 ans, 80 ans, être totalement ébranlée par la découverte d'une... J'en ai vu, oui, j'en ai vu. Après, il y a des femmes qui le prennent, même des femmes jeunes, qui le prennent, je dirais pas bien, mais en tout cas avec un certain recul. Tout dépend de l'accompagnement, enfin bon, de l'échange qu'on peut avoir, de l'accompagnement, de l'histoire personnelle des uns et des autres. Mais je n'ai pas de statistiques sur cet élément-là. Alors, oui. Je profite d'avoir le directeur du CAL et puis de pouvoir m'exprimer pour dire combien il est important de travailler justement sur l'accompagnement des personnes, sur la question de l'angoisse qu'il faut absolument prendre en charge et ne pas banaliser, et qu'il y ait véritablement un entourage, alors qui se fait effectivement vraiment de mieux en mieux, mais il faut encore travailler ça, parce qu'il faut que ce lien que vous créez, cette confiance, c'est celle avec laquelle après vous allez pouvoir travailler, sensibiliser aussi, parce que ces femmes qui auront moins peur, qui auront bien été prises en charge, elles parleront à leurs filles, leurs filles viennent à la Cassagne, etc. Et c'est par tout ce travail de lien et d'écoute et d'étayage que vous allez aussi potentialiser
et la prise en charge et la prévention. Donc c'est vraiment un effort, et la Ligue est là pour aider, que vous pouvez faire et qui va véritablement participer à l'amélioration de vos prises en charge. Alors, si je peux rajouter, vous avez parfaitement raison, et je vais peut-être être un peu plus précis dans la réponse à la question que vous m'avez posée. Une femme âgée comme une femme jeune, tout dépend du type de traitement que vous allez annoncer. La diagnostic, qui soit plus ou moins bien pris, c'est une chose. Mais quand vous allez annoncer à une femme, même une femme âgée, que le traitement c'est l'ablation du sein, je pense que quel que soit l'âge, on ne le prendra pas forcément bien, à mon avis. Quand vous allez annoncer qu'il faut une chimiothérapie, quel que soit l'âge, je ne suis pas sûr qu'on le prenne bien. Il y a des femmes d'un certain âge, très coquettes, qui me demandent une reconstruction mammaire immédiate quand on fait l'annonce d'un cancer du sein. Donc, peu importe l'âge. Après, il faut voir ce qui est faisable sur le plan technique et puis prendre le minimum de risques sur le plan carcinologique. Vous voulez compléter les deux? Il faut tout faire, je pense, pour renforcer le psychisme et faire en sorte que les femmes ne soient pas dans cette mauvaise dynamique de fatalisme, de dépression qui font qu'elles finissent par ne plus lutter. Parce que les premières actrices de la lutte contre le cancer, ce sont elles. Et c'est ça qu'il faut leur dire. Et c'est en ça qu'il faut les accompagner, parce qu'elles sont forcément les premières impliquées. Et si elles sont de suite en phase de dépression et en phase off, voilà, elles se laissent complètement effondrer et glisser, le cancer va prendre le dessus. Oui, Thierry Patou souhaitait aussi compléter. On se rencontre souvent ces derniers temps avec le professeur Baranger, le Centre Antoine Lacassagne, avec le conseil départemental, le docteur Aubanel et la Ligue. Et effectivement, nos échanges tournent autour de quelques mots-clés. Informer, rassurer, accompagner, orienter. Parce que effectivement, l'annonce de la maladie, elle désoriente. Donc il faut réorienter ces gens-là. Le professeur Baranger l'a dit, le cancer, ça se guérit. C'est ce genre de message qu'on peut faire passer. Les accompagner, ça a été dit aussi. Nous, à la Ligue, on fait beaucoup de choses en matière d'accompagnement, de soins de suite, de soins d'accompagnement, de soins de soutien. Et ça, ces mots-clés, je pense que ce sont des mots qui nous sont communs, qu'on partage et qui doivent guider nos projets, nos orientations futures. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, sur cet accompagnement, etc., je voulais une oncologue du Centre Antoine Lacassagne me rapporter ce fait assez surprenant. Les patientes qui étaient les plus en souffrance, paradoxalement, c'est peut-être les patientes qui étaient dépistées à un stade assez précoce, donc qui faisaient un séjour très réduit à l'hôpital, finalement, parce qu'elles avaient souvent traité en ambulatoire, et qui, finalement, se retrouvaient seules avec leur maladie après, et une maladie dont on leur avait dit quand même que c'était un cancer, mais qui finalement avaient traversé à peine le système de soins et que paradoxalement c'était ces femmes-là qui pouvaient davantage souffrir que d'autres qui avaient eu à avoir une chimiothérapie. Vous approuvez, ça vous surprend pas tant que ça? Non, je pense que les cancérologues ont une observation forcément assez fine de ce qu'ils font tous les jours. C'est normal. Vous annoncez un cancer, même petit, et puis ça va vite le traitement, on n'a pas trop le temps d'en parler, et puis on retourne chez soi. Mais la personne reste avec cette angoisse que ça peut revenir, donc elle aussi elle a besoin de pouvoir parler, de pouvoir être rassurée, de pouvoir maintenir juste un lien. C'est pas voilà. Si elle a besoin, en tout cas, et d'être revue en consultation, et c'est le meilleur moyen d'apaiser les angoisses. Il y a à réfléchir un petit peu sur la dynamique, justement pour apaiser. Et je pense que tout ce qu'on met comme temps, comme écoute, comme confiance, on le gagne après. On le gagne à terme. Voilà. Juste si je peux compléter, mais c'est tout à fait ça. Il n'y a pas de stéréotype finalement. Vous faites un dépistage, petite tumeur et autres. Vous avez des dépistages où finalement vous allez découvrir des microcalcifications étendues qui vont générer l'ablation du sein. La personne ne va pas comprendre. Je fais un dépistage, on m'enlève le sein. Ça sert à quoi de faire un dépistage? Et c'est pas un cancer. Et en plus, j'aurai même pas de chimio et pas de radiothérapie derrière. Donc voilà. Donc tout dépend du discours qu'on va avoir, comment on va présenter les choses. C'est à mon avis fondamental. Après,
quand on annonce le diagnostic d'un cancer à une femme en consultation, l'accompagnement, comme on l'a dit, il est, à mon sens, fondamental. C'est-à-dire que la personne ne doit pas être seule. Ou alors, si elle est seule, il faut la revoir. Mais en tout cas, elle ne doit pas être seule, parce qu'au moment de l'annonce, vous allez avoir une sidération, j'espère que je ne me trompe pas, où tout ce que vous pouvez raconter après, ce ne sera pas entendu. Donc vous aurez beau dire, je vous ai dit ça, non, mais je ne me souviens plus, surtout quand vous annoncez chez une femme d'un certain âge qui n'a jamais eu d'enfant et qu'après il faudra attendre un certain temps. Enfin voilà, donc le côté accompagnement, à mon avis, il est fondamental. Après, je me méfie de la femme qui prend, entre guillemets, bien les Très choses. bien, oui, c'est celle... Celle-là, je l'envoie à la psychologue, parce que je ne sais pas la gérer, mais je sais qu'il va se passer quelque chose à un moment. Je préfère celle qui s'effondre, entre guillemets. Excusez-moi, juste sur le Covid, vous avez été amené pendant cette période à faire des annonces à des personnes isolées pendant la période du Covid. Du coup, ce que vous venez de me dire m'a interpellé. Comme on a même en dehors de la période du Covid, il y a des femmes de l'arrière-pays qui viennent seules, qui vivent seules et qui sont là. Après, oui. ça ne veut pas dire... Vous n'avez pas de choix. Oui, donc ça vous a... oui, d'accord. On adapte les traitements en fonction de la non, façon mais l'annonce seule, l'annonce à quelqu'un. Ah oui, ça arrive. On est quand même dans une région où il y a quand même beaucoup des de gens d'un personnes certain isolées. âge qui vivent seuls. Et voilà. Docteur Ebonnet. Oui, c'était juste une idée pour revenir sur votre question par rapport à ce sentiment que certaines femmes peuvent avoir d'avoir eu un parcours cancer hyper court, elles sont guéries et en fait, elles doivent avoir un sentiment un peu de culpabilité. Tiens, moi je m'en suis sortie, finalement, j'ai pas pu trop en parler, j'ai pas pu, c'était pas très très grave, et du coup, elles se culpabilisent par rapport aussi, par exemple, aux personnes qu'elles ont pu rencontrer dans les services. Voilà, toi c'était grave, moi c'est pas grave. J'ose pas trop en parler du coup parce que c'est pas grave. Vous voyez tout ce contexte-là, alors pas féminin, mais vraiment qui peut rentrer en jeu par rapport à ce sentiment de culpabilité. Merci. Alors s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui, monsieur, bien sûr. Vous avez parlé d'espoir. Quel est le pourcentage de femmes qui reprennent le travail après le traitement d'un cancer du sein? Très bonne question. Je n'ai pas d'idée en tête. Je ne sais pas. Tout dépend des tranches d'âge, mais peut-être pour... Mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, la reprise du travail. peut-être qu'il y a une réponse. Oui, vous allez pouvoir répondre. Bonjour. Je pense, ne pas me tromper, m'avoir entendu que 40% des femmes atteintes d'un cancer du sein se font licencier, bienvenue au club, à la suite de ça. Perdre leur emploi. Perdre leur emploi, d'une manière ou d'une autre, soit parce qu'elles ne ou peuvent le plus quitte elles-mêmes, peut-être peuvent plus oui. licencier, soit parce qu'elles ne peuvent plus travailler, soit parce qu'elles se font éjecter de l'entreprise. Oui, ce que vous répondez, c'est que ce n'est pas nécessairement pour des questions médicales. Là, il y a un phénomène, le retour à l'emploi avec un cancer, de manière plus globale. Donc reste 60. Donc, c'est la double peine, c'est vrai. Oui, moi, je voudrais vous en raconter plein, des histoires comme ça, de femmes qu'on suit et qui, à la suite, soit elles changent de mari, soit elles changent de métier. Ou en tout cas, elles essaient de retrouver un travail. Mais oui, c'est vrai, c'est la double peine pour elles. On peut vous demander, monsieur, pourquoi vous posiez cette question? Dans cette question, vous pensiez plutôt en thérapeutique ou vraiment en réinsertion dans le... C'est par rapport au traitement, parce qu'on a parlé d'allègement thérapeutique. Et je pense que l'allègement thérapeutique, avec cette désescalade de l'importance des protocoles qui étaient en vigueur, doit favoriser la reprise du travail. Bien entendu. Oui, vous avez raison. Bien entendu. Un peu comme toute la chirurgie mini-invasive, etc. Oui. Et principalement, le fait de s'abstenir à la réalisation d'une chimiothérapie. C'est ça qui est quand même globalement le plus difficile à vivre. Il faut le dire. Pour être très pragmatique, l'État a tout intérêt à mettre vraiment le paquet sur la prévention, parce que pour lui, c'est des bénéfices. Ça, je crois que Thierry Poitou essaye de se battre depuis des années pour faire comprendre qu'à terme, c'est aussi des bénéfices pour la société, des économies. Alors, dans le même registre que celui que vous évoquez, celui du travail, nous avons travaillé et échangé avec une sénatrice de ce département qui est à la commission santé du Sénat, la sénatrice Alexandra Borchio, sur les modalités d'allègement du travail des parents dont l'enfant a un cancer. Parce qu'aujourd'hui, ça existe. Et elle va porter un projet de loi sur lequel nous avons beaucoup partagé avec elle, et moi j'ai beaucoup échangé avec elle là-dessus,
pour que ces parents touchés par la maladie de leur enfant puissent, pendant la maladie de l'enfant, bénéficier d'un mi-temps thérapeutique. Le père et la mère, ce qui leur permettrait qu'il y ait toujours quelqu'un au chevet de l'enfant, voilà, pendant une période à définir. Donc, on s'orienterait vers ça. Et bon, on a participé, moi j'ai participé avec enthousiasme à cet échange avec elle, parce que c'est un vrai sujet, très clairement. Des parents qui ont un enfant qui est hospitalisé pour une chimio ou même qui est à la maison, voilà, c'est un vrai problème, quoi. Merci. On approche de la fin et peut-être, et c'est aussi une question que je pose, docteur Aubanel, parce que c'est tout l'espoir pour demain et que même si ce cancer se guérit de mieux en mieux, il reste malheureusement des femmes qui décèdent chaque année. Et je crois que c'est vrai que le département s'est beaucoup investi dans la recherche sur ces thématiques. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, docteur Aubanel? Oui, merci. Effectivement, le département, et on a cette chance chez nous, porte une politique santé très proactive et volontariste. Et à ce sujet, nous sommes aussi partenaires de l'innovation et de la recherche dans le financement à la fois des appels à projets santé, d'autres projets d'envergure qui peuvent permettre aussi la réunion des forces vives de ce secteur. Et donc, globalement, par exemple, depuis 2006, les appels à projets santé, sur la thématique cancer, le département a financé près de 20 millions d'euros dans la recherche diagnostique et thérapeutique. C'est un des départements plus généreux. Oui, pardon, allez-y. Oui, alors moi puisqu'on parle de recherche et de financement de celle-ci, je voudrais quand même profiter de cette tribune, de la caméra et du micro que j'ai entre les mains pour rappeler que la Ligue contre le cancer, qui ne vit que de dons et de legs, j'insiste là-dessus, consacre chaque année entre 30 et 40 millions d'euros à la recherche. Ce sont des sommes qui sont fléchées et qui vont directement à des équipes de chercheurs qui sont sélectionnés par un comité scientifique de très très haut niveau, présidé par un professeur Baldacci, qui, avec un collectif de scientifiques de très haut niveau, attribue des subventions, donc je vous rappelle, 30 à 40 millions par an. Merci. Premier financeur privé, hormis les institutions comme celles qui viennent d'être évoquées, premier financeur privé de la recherche. Et uniquement avec des dons et des legs, je pense que c'est suffisamment important pour que j'insiste un peu trop lourdement, je le reconnais. Non, mais l'intérêt aussi au niveau local, c'est de pouvoir financer des équipes de recherche locales, avoir une action vraiment sur les usagers de notre département, leur proposer des soins plus qu'appropriés, avoir des lieux d'innovation. L'autre jour, on a pu participer aux 60 ans du centre Antoine Lacassagne. Et on peut se réjouir sur des plateformes incroyables. Voilà, avec nous, en termes de partenaires subventionneurs, des associations et des équipes de recherche du CAL. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, tout un ensemble d'institutions et d'associations les hôpitaux qui peuvent permettre cette aide à la recherche. Ça ressemble déjà à une petite conclusion, mais puisque vous avez le micro, je vais vous proposer une petite phrase peut-être de conclusion à destination des femmes qui nous écoutent, qui nous suivent, pour... N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Elle vous l'a peut-être volée, Hélène Brock, cette conclusion, non? Non, moi je voudrais insister pour dire que quand un médecin annonce un cancer à une malade ou un malade, en fait il annonce deux maladies. Il annonce le cancer et il annonce une maladie anxieuse. Et je pense qu'il faut véritablement faire attention à la maladie anxieuse et développer les moyens en parallèle pour la prendre en charge. Et je pense qu'en combinant ces deux prises en charge, on va véritablement améliorer la prise en charge des malades. Et donc peut-être la participation au dépistage. Merci beaucoup. Professeur Barranger. J'ai envie de dire que le cancer du sein, c'est
grâce au progrès thérapeutique, un cancer qui est guérissable. Il ne faut pas le banaliser. Il est d'autant plus guérissable qu'on fait appel à des moyens diagnostiques tels que le dépistage, la mammo et l'échographie, qui permettent de diagnostiquer à un stade non palpable, et que de ce fait, on limite les séquelles. J'en profite pour dire maintenant au-delà, remercier le département et la Ligue pour leur soutien dans la recherche qui fait avancer, et qui est plutôt reculer la mort liée au cancer. Voilà, donc c'est vrai que c'est un soutien très appréciable pour le centre de pouvoir bénéficier de ces aides. Voilà. Thierry Patou, en tant que président du comité 06 et organisateur de ce très beau débat. Alors, en tant qu'organisateur, je voudrais vous dire le plaisir que j'ai eu à participer modestement à ces échanges de très haut niveau. Remercier infiniment Nancy d'avoir animé ce débat, les différentes équipes qui nous ont accompagnés et qui vont permettre de graver dans le marbre cet échange. Et puis remercier, mais alors là vraiment, c'est à la fois remercier et puis dire tout l'honneur que nous avons d'avoir des partenaires comme le Conseil départemental et le Centre Antoine Lacassagne. Sont des partenaires de premier plan, qu'ils nous admettent en leur sein, nous, petits comités des Alpes-Maritimes, c'est un immense honneur qu'ils nous font. On essaye d'être à la hauteur de ce qu'ils sont, et en unissant nos forces à tous les trois, nous parviendrons, j'en suis certain, à des résultats au bénéfice de tous les habitants de ce département. Je voulais juste vous remercier d'avoir organisé cette réunion qui nous a permis de se rencontrer déjà, de pouvoir échanger en évitant le Zoom ou le Team. C'est quelque chose de nouveau pour nous depuis 2 ans, de pouvoir enfin se retrouver. Je voulais ensuite remercier vraiment directement Thierry Patou de tout ce qu'il fait sur ce territoire, avec toute son équipe que j'ai eu plaisir à rencontrer ce matin, avec qui on a eu une vraie réunion de travail. C'est le début de nos travaux en commun, et je sais que ça va se poursuivre ici et dans le reste de la région. Et donc je voulais tous vous remercier pour cette mobilisation, en fait. Voilà. Merci à beaucoup. Bientôt. Merci infiniment et merci à tous. On les applaudit. Ça sera enregistré.